Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Le COREC passe à l'action et met sa menace à exécution. L'opération École morte a pris effet ce mardi, jour de rentrée du 3e trimestre au Cameroun. Cette mobilisation portée par une vingtaine de syndicats dénonce le non-respect par le gouvernement de plusieurs engagements, notamment l'organisation du Forum national de l'éducation promis depuis 9 ans, la revalorisation du statut spécial des enseignants ainsi que le paiement des arriérés de salaire, rappels et primes. En 4 jours de cessation d'activité, les enseignants du secondaire public et privé espèrent faire avancer leurs revendications. Parallèlement, dans l'enseignement supérieur, le CINES se désolidarise d'une motion de soutien à la candidature du président Paul Biya pour 2025. Le syndicat national des enseignants du supérieur dénonce une instrumentalisation politique de l'université et rappelle que celle-ci ne saurait servir à légitimer des ambitions électorales alors que même le secteur universitaire traverse des défis structurels majeurs. Quelles conséquences toutes ces revendications non résolues pourraient-elles avoir sur le système éducatif camerounais? La politisation des problèmes des enseignants est-elle une stratégie de diversion pour faire perdurer le malaise? On aura les explications de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, cette scène macabre survenue à Kupa Kanyam, village de l'arrondissement de Koutaba dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Là-bas, un litige foncier a fait 2 morts, 2 jeunes de ce village qui se disputaient une portion de terre depuis quelque temps. Au cours d'un échange houleux, le nommé Daouda Ndam va poignarder à mort son vis-à-vis avant de subir la colère d'une population en furie. Sous le feu de l'indignation populaire, 2 véhicules du présumé assassin ainsi que son domicile vont être incendiés. Le reportage à l'Ouest Cameroun de nos reporters Loïc Tegia et Franck Duroc Tassonke. Comme un film d'horreur tourné dimanche, jour de Pâques, au village Kupa Kanyam, ici dans le département du Noun, à l'Ouest Cameroun. Un litige foncier, pomme de discorde, entre 2 natifs de ce village, Daouda Ndam et Mbouambou Ayoba, alias Makanaki. Le premier aurait poignardé son vis-à-vis au sujet de la parcelle de terre querellée. Courroucé, les populations sorties en masse vont s'en prendre à ce dernier, jusqu'à mort s'en suivre. Bilan, 2 morts. Ce forfait arrive, il est poignardé lâchement. Et quand il est poignardé, il y a l'autre partie qui vient faire la revanche. C'est à cela que l'autre côté perd le titulaire. Dans ce village de l'arrondissement de Koutaba, véhicules et maisons d'habitation du présumé assassin, par ailleurs, jeune héritier d'une famille, ont été incendiés et son corps abandonné. C'est pour cela que nous avons tenu à voir les 2 corps. Le premier corps étant à l'hôpital de la localité et le deuxième corps qui traînait à même le sol, abandonné en même temps. À la recherche des voies d'apaisement, les autorités administratives ont rencontré les populations impliquées dans cette justice populaire. Lorsque vous vous sentez victime d'un préjudice, ces autorités sont là pour vous rétablir dans vos droits. Mais pourquoi un dossier qui est pendant en justice, les gens n'attendent même pas le verdict? On se poignarde, on incendie les maisons, on brûle les voitures. Je vous invite donc chacun à retourner à sa foi. Parce que tôt ou tard, nous allons rendre compte de nos actes. Cette terre que nous discutons, là voilà qui va avaler un de nos frères tout à l'heure. Là voilà qui va aussi avaler l'autre. Ça ne sera même pas les 30 mètres carrés qu'on discute là, ça sera moins. Cette scène de violence vient remettre au goût du jour la question des litiges fonciers dans la société. Le corps du présumé assassin est en ce moment à la morgue, tandis que la victime, Makanaki, père de 2 enfants, a été inhumé ce début de semaine. Une enquête a été ouverte.
Et des Camerounais dénoncent des actes de torture en Guinée équatoriale. Selon des témoignages, des compatriotes auraient été expulsés de force vers la frontière camerounaise. Une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux montre des hommes et femmes présentés comme des ressortissants camerounais transportés dans des camions jusqu'à Kiossi, localité frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Si pour l'instant les autorités de Malabo n'ont pas encore réagi officiellement, plusieurs victimes affirment avoir subi des sévices avant leur expulsion. D'autres précisions avec Fondrené Marquez. Reports from Equatorial Guinea confirm the forced expulsion of 231 Cameroonian citizens, including 28 women and 203 men. Images circulating on social media depict the deportees being transported to the Cameroon-Equatorial Guinea border in trucks. Upon arrival in Kiossi, a border town in Cameroon's south region, some deportees recounted their harrowing experience, revealing that they endured 9 days of detention and torture following the arrest. The sudden nature of the expulsion has left the deportees outraged and uncertain about the fate of their personal belongings. The lack of an official explanation from the Equatorial Guinean government has sparked widespread concern. The deportees are urging the Cameroonian government to take immediate action to protect and support its citizens. This incident is part of a disturbing pattern. Similar mass expulsions occurred in 2022 and 2024, with Cameroonians facing mistreatment and calling for diplomatic intervention. With further expulsions anticipated, the expelled individuals have renewed their appeal to the Cameroonian government for intervention. The repeated unjustified mass expulsions of Cameroonians by Equatorial Guinean authorities raise serious concerns about the treatment of nationals abroad and underscore the need for effective diplomatic engagement. À Douala, Pandjo manque d'eau et d'électricité. Le quartier situé dans la zone de Bonabéry, à Douala 4e, est assoiffé et plongé dans le noir. 2 semaines que dure le malaise qui contraint les habitants à consommer de l'eau du puits pour survivre. Et quant au problème d'électricité, la situation perturbe le quotidien des élèves. J'irai Sazangué et Fondrené Marquez étaient à Pandjo. Voici le reportage. The absence of clean water in the Pandjo neighborhood has forced many residents like François to resort to drinking well water. Le moment nous buvons que l'eau du puits. Moi-même qui vous parle, généralement, je bois que l'eau du puits. Women and children travel long distances to fetch water, which exposes them to various illnesses due to the doubtful quality of the water. Depuis qu'on a coupé l'eau, on peut puiser l'eau à boire loin là-bas chez une femme. Depuis ça fait 1 semaine, il n'y a pas l'eau. Ce n'est que le puits qui nous aide à préparer. Mais il faut qu'on arrange ça. Pour le problème, l'eau là, on a beaucoup de difficultés pour l'eau. Parce que vraiment, quand il n'y a pas l'eau, les enfants souffrent. Et l'eau des puits peut donner la maladie. Moreover, affording mineral water as an alternative proves challenging for some households. Tu vas acheter l'eau pour combien de temps? Nous sommes peut-être 7 à la maison. Si tu perds 10 litres d'eau, imagine tu as 300 la bouteille, il faut 10, ça fait 3000. Vous allez boire ça peut-être de midi jusqu'à 22h, ça va finir. Tu as d'abord 3000 la journée. Furthermore, the neighborhood faces another pressing concern, an erratic electricity supply. La lumière, alors, ce n'est même pas à parler. Il y a le moment qu'on peut faire même 2 semaines, on n'a pas de lumière. Ça vient le matin, à midi, ça laisse. D'abord, tous les dimanches, presque tous les dimanches, il n'y a pas de lumière ici chez nous. According to François, falling poles and cables pose a significant danger to the population. Parfois, c'est les poteaux qui tombent. Il n'y a pas pour remplacer. Quand le poteau tombe, par exemple, la ligne est coupée, on ne vient pas remplacer. On n'a pas de lumière. Tu imagines que dans un quartier comme ça, de côté, il y a la lumière. L'autre maison, là-bas, il y a la lumière. Là-bas, vous n'avez pas de lumière. The Pandjo community is raising its voice, calling for swift action to address these critical issues. On parle éducation cette fois et vous le savez, ce mardi était jour de reprise des cours pour le compte du 3e trimestre. Au lycée bilingue de Bafoussam à l'ouest du pays, les élèves ont été édifiés sur les enjeux de ce trimestre considéré par certains comme tournant décisif d'une année scolaire avant le début de toute
des toutes premières leçons. D'ailleurs, les différentes dates d'examens officiels ont été rappelées aux apprenants. Question de susciter en eux la prise de conscience. Reportage Loïc Tegia et Franck Durok-Tassonka. Ce mardi, jour de rentrée scolaire du 3e trimestre de l'année, au lycée bilingue de Bafoussam, la communication des responsables d'établissement est centrée sur les enjeux de ce trimestre, jugés décisifs pour l'année scolaire. Nous leur avons demandé de redoubler d'ardeur au travail, puisque bientôt, ce sont les compositions de fin d'année, ce sont les examens blancs et aussi les examens officiels. Au cours de ce traditionnel rassemblement, les dates importantes des examens de fin d'année scolaire sont rappelées aux classes d'examen intermédiaires de la section francophone à la section anglophone. Et nous leur avons rappelé les dates importantes pour ce dernier virage. Nous avons beaucoup insisté sur la date de la conférence pédagogique. Ce sera le 30 avril et ce jour-là, nous allons renforcer les conseils que nous leur avons toujours donnés. Nous allons les compléter pour qu'ils soient prêts pour les examens de fin d'année. Le lycée bilingue de Bafoussam, situé dans le premier arrondissement de la ville, qui figure parmi les leaders de la région, veut maintenir son statut en cette veille des examens officiels. Les apprenants en sont conscients. De prendre conscience de ce que nous n'avons pas eu à réaliser lors du dernier trimestre et à beaucoup remonter notre niveau. Je me prépare ardemment, particulièrement pour quelqu'un qui fait les séries scientifiques comme moi. Je me prépare les matières telles que la mathématique et la physique. En ce qui concerne les autres matières, ce sont les choses que j'ai eu à lire au cours de toute l'année. Donc ce ne sera pas difficile pour moi de me rappeler de ces choses-là au moment venu. Le bal des examens officiels s'ouvre à partir du mois de mai prochain. À Ngaoundéré, les élèves des établissements primaires et secondaires de la ville ont également repris le chemin de l'école ce mardi. Ce trimestre décisif qui conduit aux examens officiels permettra aux retardataires de se mettre à la ligne pour rehausser les taux de réussite en fin d'année scolaire. Pour y arriver, élèves et enseignants conjuguent leurs efforts. Le reportage à Ngaoundéré de notre correspondant Amadou Bello. Au lycée de Sabongari à Ngaoundéré, élèves et enseignants ne veulent pas perdre du temps. La rentrée du 3e trimestre est marquée par le début des examens blancs en classe de terminale. Les examens blancs vont se poursuivre. Toutes les activités que nous menons sur le plan pédagogique dans les classes d'examen, c'est pour préparer, n'est-ce pas, nos candidats au véritable examen. Je crois que c'est la suite de ce que nous avons commencé depuis le premier trimestre. Depuis le premier trimestre, les élèves ont peaufiné diverses stratégies pour affronter les examens de fin d'année. Nous n'allons pas justement céder aux caprices des épreuves. Participer au TD, traiter les épreuves des anciens probatoires. Faire les exercices à la maison, faut lire ses leçons. À quelques kilomètres de là, au lycée classique, les responsables tiennent à ces élèves un discours d'encouragement. Vous avez suivi les programmes, vous avez suivi les conseils pratiques, pour ne pas faillir pendant ce moment qui est très délicat. Se mettre résolument au travail, même si on a mal travaillé les trimestres passés, on peut se rattraper. Et tout ce que nous avons mis à leur disposition en fonction des cours de remise à niveau, des cours de distance education. Conscient que c'est un trimestre décisif, élèves et enseignants s'activent. Des efforts en français, en philosophie, en maths, faire des répétitions, des groupes d'études avec mes camarades. Pour la session 2025, la consigne du MINSEC pour la réussite à un examen officiel est claire. Une moyenne supérieure ou égale à 10. En Ngaoundéré, les différents candidats se disent prêts à relever ces défis. Une rentrée qui se tient tout de même dans un contexte où le collectif des organisations d'enseignants du Cameroun a initié l'opération École morte. Malgré le mot d'ordre de grève générale de 4 jours lancé ce mardi par le COREC, certains enseignants auraient défié la directive. Le cas au lycée bilingue de Bonabéry à Douala où, selon l'administration, les cours se sont déroulés sans interruption, la plupart des enseignants étant présents
dans les salles de classe. Confirmation du proviseur Fompeu Amadou, interviewé par notre reporter Jérès Azangué. Quelque chose de particulier pour cet établissement-ci. Il est bilingue et il fait partie des établissements que le JCI Board a choisi pour faire les pré-tests au JCI. En fait, c'est un terme technique. Pré-test, ça veut dire un test avant le JCI. Donc, pour dire simple, c'est une composition comme le JCI et qui permet de bien préparer le JCI. Donc, ça a bien commencé et ça va se poursuivre jusqu'à samedi. Je crois que depuis le matin, les cours se déroulent ici normalement. Ça se déroule normalement. S'il y a eu peut-être quelques absences, c'est comme ça chaque fois. On ne peut pas avoir 100% d'enseignants par jour. C'est parfois un peu rare. Des fois, on a souvent 95%. Il y a les cas de maladie, les cas de ceux qui ont voyagé, peut-être ils ont les difficultés de rentrer. Les petits cas comme ça. Sinon, les cours se déroulent normalement. Vous pouvez bien les vérifier dans les salles de classe. Et c'est comme ça depuis le matin. Presidential Minutes. Où voter? La question se pose dans ce numéro des minutes présidentielles. Eh bien, sachez qu'une fois que les citoyens sont inscrits sur les listes électorales, il reste une chose à ne pas négliger, savoir où voter. Le processus veut en effet que les votes soient effectués à des endroits précis et clairement identifiés et même indiqués sur la carte d'électeur. Il s'agit des centres de vote qui eux-mêmes sont constitués des bureaux de vote. Des précisions à la lumière du code électoral avec Roland Tapi. Le code électoral, qui fait office de la Bible des élections, indique à l'article 45 que est électeur toute personne de nationalité camerounaise sans distinction de sexe, d'âge, âgée de 20 ans révolus, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. C'est donc l'inscription sur la liste électorale qui confère à tout citoyen la qualité d'électeur et par ricochet donne la possibilité d'être candidat également à toute élection dans les conditions prévues par la loi. Il faut relever ici que la loi parle de 20 ans révolus le jour du scrutin. Cela veut dire que dès l'âge de 19 ans, on peut déjà s'inscrire, mais on ne pourra voter que quand on aura 20 ans. Par exemple, si les élections présidentielles doivent se tenir le 10 octobre 2025, tout jeune qui aura 20 ans le 10 octobre peut déjà s'inscrire sur une liste électorale. Il ne faut donc pas toujours attendre d'avoir 20 ans pour s'inscrire. On peut le faire avant, dès qu'on a déjà sa carte nationale d'identité qui s'établit à 18 ans. C'est le sens de l'article 46 alinéa 2 qui dit « Peuvent également être inscrits sur les listes électorales les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence requises lors des révisions des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions ou le cas échéant le jour du scrutin. » On note avec l'article 71 que l'inscription sur les listes électorales est un droit et précision est faite à l'article 70 alinéa 3 qu'il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d'inscription comme pour la carte nationale d'identité. Où et quand s'inscrire? L'article 70 alinéa 1 indique que les listes électorales sont établies et tenues au niveau de chaque commune. Sur le plan pratique, chaque commune au Cameroun a un bureau de Elections Cameroun où on peut s'inscrire. À l'article 74, on lit que 1. Les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle sur l'ensemble du territoire national. 2. La révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s'achève le 31 août de chaque année. Mais attention, quand il y a élection, l'inscription sur les listes électorales s'arrête dès la convocation du corps électoral. En 2025, par exemple, le corps électoral pour l'élection présidentielle peut être probablement convoqué au mois de juin. Dans ce cas, les inscriptions vont s'arrêter et ne pourront reprendre que l'année prochaine. Et comme les élections municipales et législatives pourront avoir lieu en mars 2026, cela suppose aussi que dès janvier 2026, le corps électoral sera convoqué. Donc, pas d'inscription pendant ce temps. Il faudra attendre le mois d'avril 2026 pour la réouverture des listes. En clair, les inscriptions risquent de s'arrêter en juin 2025 pour ne reprendre qu'en avril 2026, soit 10 mois au total. Avis donc à ceux qui traînent encore le pas.
Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Le Cameroun court-il un risque d'une année scolaire blanche? La question mérite d'être posée en cette amorce d'un troisième trimestre décisif pour l'année scolaire 2025, désormais sous la menace d'une grève illimitée des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire qui revendiquent depuis 2022 une amélioration de leurs conditions de travail à travers le paiement des arriérés et rappellent la signature d'un statut spécial, l'adoption d'une convention collective de l'enseignement privé tenue du forum et également de l'éducation. Des promesses des pouvoirs publics faites en ce temps-là pour désamorcer la crise des mouvements d'humeur. On a trop attendu, on a trop supporté. Celles-ci n'ont jamais été tenues jusqu'à nos jours. Du coup, un collectif de regroupement des enseignants exige les actions concrètes du gouvernement, faute de quoi l'année scolaire s'achèvera en queue de poisson. Question, pourquoi le gouvernement ne tient-il pas ses promesses faites aux enseignants? Est-ce l'argent qui fait défaut? Pourtant, le train de vie dispendieux de l'État n'a pas changé. La lecture de Jean-Paul Choumiat. De l'enseignement primaire et maternel jusqu'à l'enseignement supérieur et les écoles de formation, c'est presque tout le système éducatif camerounais qui est malade depuis des années. Les grèves des mouvements on a trop attendu, on a trop supporté, étant la manifestation d'un malaise qui mine et ruine l'enseignement au Cameroun. À l'approche de la période des examens marquant la fin de l'année scolaire en cours, c'est désormais une coalition des organisations des enseignants qui exige la réalisation immédiate des promesses du gouvernement faites au pic des crises qui avait secoué l'univers camerounais de l'éducation au cours de l'année scolaire 2022-2023. Réunis le 18 avril dernier à Yaoundé, tous les représentants des chevaliers de la craie n'arrivent pas à comprendre pourquoi le gouvernement n'ose tenir ses engagements fermes, pris depuis 2 ans pour satisfaire leurs attentes. Le dépôt du préavis de grève chez le Premier ministre Joseph Diongouté n'est plus ni moins que l'expression d'un ras-le-bol de leurs conditions de travail qui ne cessent de se dégrader depuis des années. Cessation de travail de 4 jours ou pas, comme annoncé du 22 au 25 avril courant. Le collectif des organisations membres du COREC fait ainsi entendre sa voix pour rappeler au gouvernement que sa promesse est une dette, à savoir le paiement immédiat et intégral des arriérés de salaire, rappel et primes, la signature et l'application sans délai du statut particulier de l'enseignant, la tenue urgente du Forum national de l'éducation prescrit par le chef de l'État, la ratification immédiate des conventions collectives relatives au statut de l'enseignant dans les établissements privés laïques et confessionnels. Et si les réclamations des enseignants ne trouvent pas satisfaction, le COREC projette un passage à la vitesse supérieure, d'une cessation de travail temporaire à une mobilisation de tous les enseignants pour une grève illimitée à partir du 20 mai 2025. Un péril sur le 3e trimestre avec pour action immédiate le boycott total et actif de la supervision et la correction des examens de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Le gouvernement mis devant ses responsabilités pour ses promesses non tenues est-il désormais dans une impasse, en panne de solutions pour répondre efficacement à ces revendications des enseignants qui datent depuis des années? Le gouvernement a certainement déjà tout dit et n'a plus rien à dire, que les enseignants exigent désormais des actes concrets et rien d'autre. L'argent fait-il vraiment défaut pour régulariser la situation précaire de tous ces enseignants? Pourtant, une réduction effective du train de vie de l'État en dépenses somptuaires aurait permis de réaliser des économies conséquentes en plusieurs centaines de milliards de francs CFA et ainsi préserver un secteur aussi névralgique, fondement de l'avenir de tout pays, des générations présentes et futures. Le gouvernement laissera-t-il le Cameroun foncer droit vers une année scolaire blanche en cas d'une radicalisation de la position des enseignants dans leurs revendications? Et on parle justement de la revendication, des différentes revendications des enseignants, à la fois du primaire, du secondaire et du supérieur avec nos invités. Le docteur Fimin Ghislain Moutil est le secrétaire national à la communication du syndicat des enseignants du supérieur. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Claude, bonsoir à tous les invités, à tous les co-panélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Également avec nous, Emmanuel Ndiwoum, enseignant, membre de la société civile. Bonsoir. Emmanuel, merci d'avoir accepté notre invitation. Yeah, good evening. Thank you for having me. It's always a pleasure. It's true that for the past times you wanted me to be here because of one thing or the other have not been available. Tonight we are talking about a very burning issue, and like most scholars have put it around the world, if you want to kill a nation, kill first the educational system or the educational activities of the nation. If for those who go to church believe that Jesus Christ was a teacher,
Why can a nation like Cameroon not believe that a teacher remains the cornerstone, the nation builder? Our teachers have been reduced as beggars. And of course, when such topics come up, we do our best to be present on the platform to talk about the misery that the Cameroonian teachers are going through. Bonsoir Roland Sapi. Bonsoir Claude. Emmanuel Diwoum, vous dites qu'on est en train de tuer le système éducatif camerounais. De votre point de vue, qui tue? Les enseignants qui ont entamé une grève ce mardi ou le gouvernement de qui les enseignants attendent quand même beaucoup? Non, il faut beaucoup féliciter les enseignants camerounais. Hein. Je pense que s'il y avait un autre mot que je pouvais utiliser, c'est-à-dire it is people who are working out of benevolence. The Cameroonian teacher has a place even in heaven. If we were to look, honestly speaking, if a Cameroonian teacher dies today and doesn't go to heaven, then God himself is not merciful. The Cameroon government has chosen to kill the educational system of Cameroon. Because a teacher, that is, before we go deep into the suffering of the teacher, you will discover that even the partial treatment that is given to teachers on a daily basis by the Cameroon government officials themselves is telling of the fact that they have reduced a teacher into a beggar. Just imagine a country where a teacher has no right over the learners. Just imagine a country where a brigade commander, an SGO, who are the administrative authorities who are supposed to maintain peace and order, to make sure that respect of the rule of law reigns, are those people who walk into school campuses, slap teachers in front of their children. It gives you an idea that if Cameroon is failing today, it's because in countries like United States of America, Ghana, Canada, they consider teachers to be the thinking tanks of the nation. When you see policy formulation in countries like Great Britain, USA, Thailand that is growing up today in education, it's because the place of the teacher has been given. They know that a teacher remains the thinking tank. That is the bank where knowledge can be extracted at any time. Where teachers are well respected, the ministers are there, the judiciary is there, the executive government is there, but those who formulate the policies of every successful nation in the world are the teachers. That's why they call them the thinking tank. But contrary in Cameroon, you see an SGO who comes to an office late every day. Maybe that is 5 days of the week. An SGO might not be able to be on seat for the 5 days. A teacher is in school, is in class 5 days of the week. But these same authorities, if they are placed in the public, they will ask the teacher maybe to sit on the floor while they sit on soft chairs. I want to think that it is time. And again, we will also be diving into the private sector, which is a catastrophe. I am telling you, they have been surrendered into the hands of rich individuals. Mais pourtant, certains ont l'impression que dans le privé, la situation de l'enseignant est quand même abordable. You know, there was an important meeting that took place in Yaoundé between the syndicates, in the convention, oui. The proprietors, les fondateurs étaient représentés. Les propriétaires d'établissements. Oui. Et ils ont dit, privé. Mais nos enseignants sont bien payés et ne se plaignent pas. And you know, we live in a country where everything is built on lies, right from the top to the bottom. But when they say this, we look at it somehow, you understand. When you want to have full control over somebody, make the person hungry. Cameroonian teachers have been reduced to hungry beggars. They cannot fight back the proprietors. The proprietors have the right to try to block what they are blocking. And I keep asking, we have been sensitizing for years. How come a teacher who is supposed to be an embodiment of knowledge cannot fight for his or her right? Why is it that they are the ones that they use more than any other person in this society? If the teachers cannot rise up and fight for their rights, this is an opportunity. If they cannot rise up, let them seal their mouth. Let them shut up forever. Because I am one of, I will say it here and I will say it very proudly,
I am one of the youngest teachers who ever took a proprietor to court in Douala, and I won. Those who ran away, that no, the proprietor can finish you. I went right to the root of the matter. My money was paid. 4 of my colleagues who stood by me when I was struggling, I had to put in their names and they were paid. But then, you see a situation where you are working in a school, they say they will pay you 10 months, at the end of the day they pay you 9 months, and they even fire you. With a situation of overloaded classes, where you find one teacher teaching 90 children in class, at the end of the day, the teacher cannot pay transport to go home. You see him looking very cranky, he cannot eat. Then, and the same teachers, if you call them to this platform today to come and talk, they will run away. I keep asking myself, and that has opened a way to charlatans who call themselves teachers. Where you go, you see criminals who call themselves head teachers, les directeurs. On a ouvert la porte pour les bandits ou non de directeurs qui s'accaparent dans les écoles déjà. Ils escroquent des parents, c'est-à-dire tous les jours. All of this, why? They are hungry. There's no way. Their situation is precarious. They are suffering. It is time the Cameroon government comes out clear whether they are ready to take the bull by the horn and do the right thing, or they tell us that no, we have failed to protect the educational system. Because if the government is failing today, it is because the teacher who was supposed to be respected, who is the nation builder, have been pushed to the background. Docteur Moutil, selon Emmanuel Diwoum, on a réduit les enseignants au statut de mendiants. Ça, c'est la lecture qui est faite au regard de la situation que traversent les enseignants du secondaire et du primaire. Est-ce que c'est cette même lecture qu'on peut faire quand on arrive au supérieur, à l'université? Il faut dire que le copanélisme a suffisamment dépeint la situation misérable qui est celle de l'enseignant. Et c'est à tous les niveaux. L'enseignant vit dans des conditions précaires, travaille dans des conditions extrêmement difficiles. L'enseignant est pratiquement le dernier de tous les corps de métier au niveau de la fonction publique. Et cela se répercute également au niveau de l'enseignement supérieur. Et c'est d'ailleurs le combat que nous menons au niveau du CINES, parce que nous n'avons de cesse de décrier les conditions extrêmement précaires, difficiles dans lesquelles les enseignants travaillent et qui nécessitent que les pouvoirs publics fassent, comme ça a été dit dans nos textes de loi, de l'éducation une priorité nationale. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit, le collègue ici sur place a suffisamment décrit cette situation qui saute à l'œil nu. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à faire le tour dans nos différents établissements, à l'université, si vous demandez aux étudiants, aux élèves qui parmi eux veulent être des enseignants, je vous assure que d'ici quelques années, on aura du mal à avoir des enseignants. Parce que comme le collègue l'a dit, si vous voulez tuer une nation, commencez par tuer l'éducation. On a le sentiment que les pouvoirs publics sont sourds, ne prennent pas au sérieux, n'est-ce pas, les problèmes qui sont ceux des enseignants qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et qui vivent dans l'extrême précarité. Pourtant, au niveau du supérieur, chez les enseignants du supérieur, c'est un peu calme. Il n'y a pas eu de sortie, il n'y a pas eu de revendication, même si elles demeurent. C'est quand même calme et ça donne l'impression que les problèmes ont été résolus. Non, du tout. Si vous avez suivi la récente actualité, à la suite des enseignants de l'éducation de base, du secondaire qui ont été convoqués à un dialogue de concertation, l'enseignement supérieur, les syndicats de l'enseignement supérieur ont été convoqués à leur tour le 15 avril dernier à une concertation avec le ministre d'État de l'enseignement supérieur. Il faut dire qu'au sorti de cette concertation, il y a un communiqué qui a été signé du bureau exécutif national du CINES qui indiquait que ce cadre n'a pas permis, n'est-ce pas, de trouver des solutions pérennes aux problèmes qui sont ceux des enseignants supérieurs. Et nous sommes dans l'attente, n'est-ce pas, dans les tout prochains jours, d'une communication du CINES qui indiquera
quelle sera la conduite à tenir, notamment pour des questions qui concernent le paiement de la dette académique, ainsi que la suspension des inscriptions en thèse de doctorat dans les universités d'État. Donc, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Donc, le 15 avril, nous avons communiqué et dans les tout prochains jours, le bureau exécutif national va également se réunir pour donner la conduite à tenir à l'ensemble des enseignants des différentes universités d'État. Entre-temps, on a vu le CNES faire une sortie quant à une motion de soutien à la candidature du président de la République. On aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure, mais nous avons été rejoints par Olivier Kenny, le secrétaire national à la recherche pédagogique du CECA. Bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir. Alors, bonsoir à tout le panel. Le CECA, comme tous les autres syndicats, est réuni dans le COREC, le collectif des organisations des enseignants, qui a initié à partir de ce mardi une grève générale de 4 jours. On a vu dans le reportage de Franck Roch-Tassonquin et de nos correspondants que la rentrée s'est déroulée normalement, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu d'absence dans certains établissements que nous avons visités ce mardi. Quelle est la situation? Vous avez fait le point certainement avec vos collègues enseignants. Est-ce que le mot d'ordre de grève a été respecté? Oui, je dirais que le mot d'ordre de grève a été respecté, même si par ailleurs on a l'impression que ce mot d'ordre de grève n'a pas été respecté. Vous savez, les enseignants n'ont pas cours tous le même jour. Et il y a bon nombre d'enseignants qui ont respecté le mot d'ordre de grève. Moi-même, j'avais cours aujourd'hui, je ne suis pas parti. Et lorsque nous essayons de faire le tour des différents établissements dans la République, nous comprenons que ce mot d'ordre de grève a été quand même suivi. Nous n'attendons pas que tout le monde s'aligne. Vous savez, il y a des personnes dont pour eux, la situation ne leur fait ni chaud ni froid. Et surtout ceux qui sont en train de se préparer pour s'évader et pour aller dans d'autres cieux. Pour s'évader. Oui, pour s'évader, puisque ceux-là, ils ne perdent rien à ne pas observer le mot d'ordre de grève. Et aussi ceux qui se sont retrouvés dans la profession enseignante par effraction ou peut-être même par népotisme, ceux-là ne peuvent pas directement s'aligner, mais nous pensons que le mot d'ordre de grève a été quand même suivi. Oui. Mais cette grève, comment vous l'avez pensée? C'est quoi? Quelle est la consigne qui a été donnée aux enseignants? C'est de ne simplement pas aller à l'école? La consigne qui a été donnée aux enseignants, le mot d'ordre c'est d'abord école morte. Ça veut dire que en réalité, ni les enseignants, ni les élèves, ni le personnel administratif ne devraient être présents dans les établissements. C'est ça le mot d'ordre. Et ceux qui sont engagés dans la réforme de l'éducation ont pris la peine de respecter ce mot d'ordre de grève. Et nous les en félicitons ici et nous les encourageons à aller de l'avant. Ça, ce n'est que le premier jour, mais attendons demain pour voir l'impact. Et attendons mercredi, jeudi, vendredi. Vous savez, généralement, au Cameroun, les choses commencent toujours timidement et puis ça évolue, ça évolue et ça évolue. Et c'est un signal que nous envoyons surtout à nos dirigeants. On ne peut pas passer tout le temps à nous tourner en rond. Mais nous parlons du statut particulier. C'est une histoire qui date depuis depuis les années 2000. Certains qui sont en train de se battre aujourd'hui pour que le statut spécial, qu'on a converti en statut particulier, certains n'étaient même pas encore à l'université, qui sont en train de se battre aujourd'hui. Vous imaginez, depuis 20 ans, est-ce que c'est comme ça qu'on gère un pays? Est-ce que c'est comme ça qu'on règle les problèmes? On ne peut pas. C'est l'État lui-même qui a décidé de donner un statut spécial aux enseignants. Qu'est-ce qui fait que l'État propose une chose et ne réalise pas? C'est déjà une preuve que l'éducation, pour eux, n'a pas d'importance. Parce que d'autres corps ont même eu ce statut particulier et spécial sans toutefois le réclamer. Et actuellement, il y a même des corps dont on est en train de préparer leur statut spécial et ils ne se dérangent même pas pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a que quand il s'agit des enseignants, ça devient aussi difficile? Qu'est-ce que les enseignants ont fait à ces dirigeants?
Pourquoi ils détestent tant les enseignants? Parce que pour finir, on se rend compte que c'est la haine. Il n'y a rien qui revient aux enseignants qu'on leur donne facilement. J'ai dit bien rien. Regardez seulement les congés administratifs. Vous allez en congé administratif, mais vous n'êtes pas payé. Et depuis l'année dernière, nous avons sensibilisé tous les enseignants de faire un dossier pour le congé administratif parce que les réunions qu'on avait eues avec les différents dirigeants, ils nous ont dit qu'on ne paye pas les congés administratifs parce que les dossiers ne sont pas faits. Les dossiers ont été faits. Dans mon établissement, les dossiers ont été faits. J'ai suivi le processus. Et curieusement, même le préfet nous avait exigé une demande timbrée. Alors que le congé administratif, le proviseur prépare la liste de son personnel, il envoie et le préfet valide. Mais le préfet a exigé une demande timbrée. Imaginez, plus de 100 personnes. Ça fait combien qui entrent dans les caisses d'État? Il fallait aller payer pour avoir aussi l'attestation de distance. On l'a fait. On a déposé le dossier. Le dossier a été acheminé par la délégation départementale à Yaoundé. Et c'est là. Personne s'ennuie. Si quand vous demandez, on vous dit que les caisses de l'État, il y a une tension de trésorerie. Mais la tension là, c'est seulement pour les enseignants. Le ministre, son congé administratif est payé. Hein? Le secrétaire général du ministère, tous les cadres qui sont au ministère, leurs congés administratifs sont payés. Ceux qui sont dans les délégations, généralement régionaux, leurs congés administratifs sont payés. Qu'est-ce que nous avions fait à ces dirigeants pour qu'ils nous détestent autant? Mais ces dirigeants que vous accusez de vous détester ont été un peu habitués au lent tapis à la grève. Qu'est-ce qui prouve qu'avec cette énième grève des enseignants, le gouvernement, notamment les ministères concernés, les ministères capables de résoudre définitivement le problème des enseignants, pourront réagir à temps? Rien ne prouve que quelque chose va bouger. Et pour reprendre de manière rhétorique la question, pourquoi est-ce que le gouvernement déteste tant les enseignants et l'éducation dans l'ensemble? Ce qui va se passer encore maintenant, c'est tout simplement le jeu de l'usure auquel le gouvernement est habitué. On fait traîner les choses, on fait des petits jets de solutions, bien de semblants de solutions, on promet les autres pour le mois prochain ou dans 2, 3, 4 mois, ainsi de suite, et puis après on fait encore une petite réunion pour dire que non, les choses sont en train d'aller. Et puis, on en est là depuis au moins 2 ou 3 ans que les enseignants ont véritablement décidé de demander ce qui leur revient à travers le mouvement OTS et autres. Est-ce que dans un pays qui se veut respectueux de l'éducation et des éducateurs, on sera encore à cela si on pourrait admettre que des circonstances aient fait en sorte que les enseignants soient traités d'une certaine manière jusqu'en 2020-2021, quand ils ont dit que non, ça suffit, on a trop supporté. Et quand ils disent qu'ils ont trop supporté, ils posent sur la table des griefs qui étonnent même des gens à un moment donné. Comment est-ce que des fonctionnaires sortis de l'école, au même titre que beaucoup d'autres fonctionnaires d'autres corps, on commence par leur couper leur salaire directement? Et c'est spécifique aux enseignants seulement. Pourquoi? Le but était lequel? L'explication qui avait été donnée était laquelle? L'argent qui était retenu de ces enseignants servait à quoi? Comment est-ce que depuis des années, des enseignants continuent de réclamer le paiement d'un service dû et qui est payé à l'avance par les demandeurs de services, notamment les corrections des examens? Avant le mois de décembre, chaque élève qui va composer a déjà tout payé. Les frais d'examen. Oui. Et plus. Pendant que, officiellement, on doit payer peut-être 3 500 pour les frais d'examen du PPC. Officieusement, les établissements demandent jusqu'à 11 500 que les parents payent. Jusque-là, une fois qu'on a corrigé l'examen, ayant déjà encaissé l'argent, on est incapable de le remettre à qui de droit pour avoir bien fait. Pourquoi est-ce si difficile? Le retard des primes, est-ce qu'on le voit quand il s'agit des corps de fonctionnaires comme la police, la gendarmerie, les militaires, d'autres? Est-ce que ceux-là, comme lui disait tantôt, ont eu à revendiquer pour avoir un statut particulier? Non, du tout.
la police a son statut particulier qui gère le corps en fonction de ses spécificités. C'est ce que les enseignants demandent. Pourquoi est-ce si difficile de le donner? Le ministère de la Recherche a son statut particulier. Évidemment. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à donner? C'est vrai que dans le statut particulier de certains corps, il leur est interdit, justement, en fonction de leur statut-là, de pouvoir revendiquer quoi que ce soit. Peut-être que pour l'instant, il faudrait que les enseignants qui revendiquent un statut particulier veillent à ce que, en le signant, on ne mette pas là-dedans qui n'ont plus le droit de se syndiquer, comme c'est le cas pour le code de la magistrature, des policiers, des gendarmes et autres. Oui, ceux-là ont des statuts particuliers, mais... Et on se rend compte finalement que les enseignants, plus ils revendiquent, plus on fait traîner les problèmes dans la durée, et plus ça stimule certaines à s'évader, comme il vient de le dire tantôt, qui finalement ne se sentent plus concernés par toutes les mesures ou bien toutes les initiatives qui sont prises dans le sens d'améliorer la condition de l'enseignant. Et puis, il n'est pas intéressé, il est en train de se préparer à partir, donc qui est maintenant statut particulier ou pas, il préfère. Et c'est dommage, parce que si, dans le fond, l'État comprenait ce que ces enfants sont en train de devenir, excusez qu'on les appelle les enfants, c'est-à-dire que ces enfants du pays, pas qui sont des petits-enfants, ces enfants du pays sont en train de devenir. Vous allez voir quelqu'un qui se débrouille à un professeur des lycées et collèges, un plec plein, qui abandonne tout au Cameroun pour partir, pour aller faire la vaisselle, la plonge, comme on dit, en Europe. C'est-à-dire qu'il jette complètement le statut et la dignité de l'enseignement dans le seau d'eau et commence à laver les assiettes avec l'éponge, soit disant que ça l'aide au moins à avoir une situation confortable, entre guillemets. Est-ce que l'État est conscient que ces enseignants sont en train de quitter du statut d'enseignant à celui de laveur d'assiettes dans les restaurants? Est-ce que ça les ronge un peu? Est-ce qu'ils ne peuvent pas à un moment donné s'asseoir pour dire que, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment on fait pour retenir ces enfants du pays qui, en passant, sont très intelligents? Parce que pour ceux qui réussissent à s'insérer dans ces milieux et à continuer dans leur filière éducative, ils deviennent des modèles dans leur domaine. Mais ici, au pays, pourquoi? La question va rester de manière récurrente. Pourquoi est-ce que l'État déteste tant les anciens? Parce que c'est finalement ce qu'il faut se demander. Mais pourquoi, Emmanuel Diwoum, de votre point de vue, pourquoi l'État ne convoque pas finalement le Forum national sur l'éducation? On imagine que c'est une rencontre au cours de laquelle le gouvernement va s'asseoir, les syndicats, les enseignants aussi seront autour de la même table ou du moins dans la même pièce et vont discuter véritablement des problèmes des enseignants sans intermédiaire. Ou alors, de votre point de vue, l'État a tout intérêt à ce que cette rencontre-là ne se tienne pas. Non, écoutez, il faut comprendre que sous le régime de M. Biya, ce que vous venez de dire là, c'est une provocation. C'est-à-dire avoir l'habitude de s'asseoir autour d'une table pour discuter. C'est un régime qui n'aime pas discuter. C'est un régime qui veut la force, la répression. These are people who believe in force. They don't believe in the force of argument. So what you are saying like that, you can run into trouble. You are saying something that they don't like. Which problem in this country ever caused the government in Yaoundé to see that we have been singing every day a national forum for reconciliation, for peace to reign in the national territory? They will tell you that they have their police, they have their gendarmes, they have their guns. So it's the, like I said, we don't need missiles to bring down a nation. We only need to bring down the educational sector. That's the worst missiles any government can ever use to bring down a nation. I want to tell you, I want to quote from where Roland Chapi said, they are playing ping pong with the teachers. When I went through that communique that my colleague is having there, I saw the time frame that they put. They say from 21st of April to May, they will have one city. From May to June. And then when I look at the dates of the examination, I discovered that
From the time they will be sitting in June, schools will be on holiday. Ça sera derrière le vacances. Oui. You see, so what he said here is very correct. They have calculated it very well. And then while they will be on holiday, I am not a prophet of doom, but I would say you this. While on holiday, they will call out some few leaders of those syndicates. You who wants to raise your head again, you bring it down. I say by force. Mais est-ce que ce n'est pas pour préparer la prochaine année scolaire? Si celle-ci ne sait pas je dis que pendant, il faut... ils sont en train de jouer. Les 2 dates qui sont prévenues pour les réunions, ça passe jusqu'à le mois de juin. Oui, selon la sortie, le communiqué du ministre du Travail. Oui. À l'heure là, tout le monde est déjà à la vacance. C'est lui qui tente encore de se lever la tête. On va un peu appeler 1, 2, 3, peut-être un enveloppe sort. Si tu tentes encore, on reprend la classe avec la même frustration, avec la même misère. That is, I've been asking this question. How many products of ENAM in this country have you seen them asking for a special status? The due comes up from ENAM. And I want to tell you that by categorization, a teacher's degree is above that of a due. Yes, I am telling you. Start from category A1 to what level? They are above the due. But the due in front of the teacher is like a demigod. He lives like a, he has a bodyguard. He has a nice car. Avantage de service. Avantage de service. What they say, displacement allowance. Some of them even go to the suburbs, they collect people's lands, they own farms, like in South and Norway. I'm telling you, I once told you on this platform, one of the reasons why the Anglophone problem came was because these people were already looking at us as if they were our God. They were seizing our lands, they would even lock us up. And then when you look at a teacher, how many of these teachers have the privilege to drive the car? A duo has a driver, he has a bodyguard. Une résidence. He sits in the office, he comes when he wants. But let me tell you, a teacher plays the role of the teacher. He plays the role of a security guard behind the children. He plays the role of a parent. He plays the role of a guardian. All of this by one person. Yet the state has refused to check into the plight of these people. I mean, when we talk about the police people, they might have certain advantages. The 500 francs that they collect on the street, the teacher cannot collect. Let alone a teacher just goes and shares a meal with a student in class, it becomes a scandal. That elle a demandé l'argent de support. Elle mange le goûter de l'enfant. Au niveau supérieur, elle a demandé l'argent de support. Mais attendez. What is happening that the head of state who passed through a teacher once met his teacher in Ebolova and decided to give that teacher a special status, that he cannot do it to the teaching corps. Like he said, people prefer to live here who have served the country for 20 years. At the time they were supposed to be enjoying the service they have offered to the nation, service they have genuinely rendered to a nation. They prefer to go somewhere and be washing dishes in the restaurant. And it doesn't. And to tell you that the government does not care, and they will not care at any time soon. How many ministers today in this country are still schooling in this country? They are out. They know that the treatment they are giving to the teachers cannot give their best. And since the teachers cannot give their best, let me send my children where they will enjoy the best. Look at the structures. If you go to the SDO's office, I know why I am concentrated on the SDO's office. You look at the chairs, they are turning around. Go to government schools in Cameroon. The teachers do not have chairs to sit on. The children do not have benches to sit on. They carry you, sometimes they send you on punitive transfer to far north so that you teach children who are under the trees without a roof, without a bench. And that's a country
we are preaching emergence by 2035. I said the problem of Cameroon at this time is spiritual. If at the educational sector, we cannot afford to make the teachers whose nation is in their hands, then something is wrong. I think even the kingdom of God is certainly angry with Cameroon. A teacher is a model. Once you disrespect a teacher, you have disrespected the whole nation. Once you have maltreated a teacher, you have maltreated the whole nation. So what they are doing to the teachers, they are preparing a generational problem. They can postpone it, but they will not stop it. If this present syndicate fail to get the status they want, our children or our children's children shall not fail to get that syndicate. We have suffered. Some of us come from backgrounds where our teachers were teaching us they could not wear shoes in a government school. They cannot eat twice a day. I said they are hungry. When they fall sick, they cannot take care of themselves medically. And then you say that is a nation preparing to emerge. It is sad. It is absolutely sad. And I think from your opening question, you were asking me whether teachers deciding to go on strike, are they not the one killing the educational system, or it is the government? Now let me respond to you squarely. The government of Cameroon has chosen to damage the educational sector. And I think the teachers are even coming a bit late because of the fear of repression, the fear of punitive transfer, the fear of suspension of salaries. Because as I speak to you, those people are Ndunga Mantu, whose salaries were suspended. They are still crying. They are further reduced. Just imagine that today they say no, they will go to class so that their salaries will be restated. They will go. They have no choice. They have gone through thick and thin. There's no way. So I am pleading, and I'm using this platform to appeal to Cameroonians, not only teachers. If you are a parent and you believe that a teacher has value, please join the teachers in this struggle. If you are a man of God and you believe that there is still humanity, join the teachers in this struggle. Even if you are a buyer and seller and you believe that your child needs to have a better tomorrow or a better future, join the teachers. Don't leave the teachers to fight alone, because on their own, they will be defeated. Justement, Olivier Kenny disait tout à l'heure que la grève générale du COREC concerne également les élèves. Donc vous vous attendez à ce que les élèves restent à la maison en ce troisième trimestre. Pourtant, on est quand même à l'approche des examens officiels. Ou alors, de votre point de vue, le changement, peut-être l'amélioration de leurs conditions, de vos conditions de travail viendrait naturellement. Le mot d'ordre de grève, c'est école morte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et l'école morte, ça veut dire qu'aucune activité ne doit se dérouler au sein de l'établissement scolaire. Et dans votre question, vous parlez de la fin d'année qui vient avec les examens et la certification. Mais nous avons quelle qualité de certification? Nous avons c'est-à-dire le diplôme encore au Cameroun aujourd'hui a quelle valeur? S'il faut que l'un se sépare de son ami d'enfance à l'école primaire qui n'a même pas eu faire le cours moyen 2, et il va jusqu'à l'université, il finit avec un master et il vient le retrouver pour être agent de livraison dans sa boutique. Vous trouvez que le diplôme a encore une valeur? Et cela va de quoi? Cela va de la qualité d'éducation. Et moi, j'ai l'habitude de dire ceci. Si nous avons la pression fiscale, c'est parce que ceux qui exercent dans ces domaines-là ont eu une formation biaisée. Si nous avons des délinquants, et que la police a des difficultés pour pouvoir leur contenir, c'est parce que ces gens ont été mal formés. Si dans la police et dans l'armée, nous avons des personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt, c'est dû à la façon dont ils ont été formés. Si dans nos entreprises,
si avec les travaux publics, je veux dire les marchés publics, rien ne marche selon les normes, c'est parce que premièrement, les personnes qui gagnent ce marché, ils ne sont pas seulement d'une moralité douteuse, mais même s'ils sont d'une moralité douteuse, cela part de la qualité d'éducation qu'ils ont eue. Ils ne pensent pas à l'intérêt général. Et cela va de la qualité d'éducation qu'ils ont eue. Lorsqu'on a chosifié l'enseignant, lorsqu'on a relégué l'école camerounaise au second plan, surtout pour les en bas d'en bas, comme quelqu'un a l'habitude de le dire, parce que le collègue vient de dire tout à l'heure que les enfants de ceux qui nous gouvernent sont à l'étranger. Non, ils sont ici. Mais ils fréquentent quelle école? Ils sont à l'école américaine. Ils sont à Dominique Savio. Ils sont là. Ils sont à l'école turque à Yaoundé. Ils sont à l'école française. Ils sont au Cameroun, mais ils fréquentent l'école française. Et c'est leurs parents qui décident de ce qui va se faire dans l'école camerounaise. Est-ce que vous comprenez jusqu'où les gens peuvent aller? Ils ont ouvert les écoles étrangères, c'est-à-dire ils ont ouvert le pays aux écoles étrangères qui coûtent des millions pour pouvoir envoyer leurs enfants là-bas. Là où ces enfants peuvent être bien formés. Là où ces enfants peuvent allier la formation à l'éducation. Mais les enfants des Camerounais qui saignent, qui souffrent tous les jours, pour qu'ils puissent gagner des milliards qu'ils gagnent et ce qu'ils détournent, les enfants de ceux-là n'ont pas droit à une bonne éducation. Mais que ceux qui ont ce plan-là, qu'ils sachent une chose, la société camerounaise ne sera jamais divisée en deux. Ceux qui ont été bien formés feront face à ceux qui ont été mal formés. Et ça sera la catastrophe. La preuve, c'est que les enseignants sont en train de se battre, pas seulement pour leurs conditions de vie, mais aussi pour leurs conditions de travail et la qualité de l'éducation. Mais vous trouvez des enseignants qui trouvent que ceux-là, ils en demandent trop. Vous trouvez des Camerounais qui disent que les enseignants ne sont pas sérieux. Vous trouvez les Camerounais qui peuvent dire, vous avez en face de vous des personnes qui vous disent que et tout ce que vous demandez, on ne peut pas mettre cela dans votre statut particulier. Alors, d'où vient-il d'abord que quand un problème concerne les enseignants, les ministères en charge de l'éducation sont relégués au second plan? Nous avons un problème qui concerne l'enseignement secondaire et l'enseignement de base. Moi, je pense, à mon humble avis, on va me brandir les textes de loi, qu'on brandit juste pour essayer de distraire les gens. La réalité, c'est que ces ministères ont été confiés à des personnes. Et je pense qu'avant de leur confier ces ministères, on s'est assuré qu'ils ont la capacité de bien leur diriger et de gérer les problèmes de ces ministères. À mon humble avis, celui qui travaille dans un ministère connaît le ministère mieux que celui qui est dans un autre ministère ailleurs. Lorsqu'on va prendre un dossier qui concerne les enseignants et on va remettre au gars de l'ENAM, comme lui, il vient de le dire, pourquoi ils s'en foutent du salaire? Ils ne vivent pas de leur salaire. Ils ont des revenus non salariales qui multiplient leurs revenus par X, leurs revenus annuels. Les revenus non salariales annuels pour eux peuvent aller même à 10%, peuvent aller au-delà, c'est-à-dire peuvent être 10 fois leur revenu salarial réel. Et l'enseignant n'a que son salaire. Parce que quand nous parlons même des examens, les examens qu'ils font, ils n'ont rien. Ils n'ont rien parce que quand on dit même payer les examens là, on paye quoi? Hein? Justement, ça fait partie des revendications. On paye quoi? On paye la copie, on te met en mission et tu t'en vas dormir chez un cousin ou chez une cousine qui est quelque part, un cadre de la fonction publique. On ne te paye pas la mission. On ne te paye pas le transport. On te donne un forfait. Et le forfait, là, tu ne sais même pas combien on doit te donner. Et curieusement, il faut encore te déplacer pour aller là où tu étais en mission touchée. Et pourtant, tu as un salaire, tu as un compte bancaire dans lequel on pouvait virer cet argent. On ne le fait pas. Donc, on a remis le dossier entre les mains des gars de l'ENA. Ils ne peuvent qu'être jaloux du bien des enseignants. Ils ne sont pas les seuls. Dans ce pays, c'est comme si les gens envoient leurs enfants à l'école, mais
ils ont vraiment une haine noire contre ceux qui s'occupent de leurs enfants. Mais ils ne peuvent qu'aller enlever tout ce qui est important dans ces statuts et puis ils balancent parce qu'ils se disent que merde, l'enseignant aura beaucoup d'argent comme ça. Beaucoup d'argent par rapport à quoi? Et beaucoup de plaintes, beaucoup de revendications, mais malgré cela, on a vu des enseignants du supérieur apporter leur soutien au président de la République. Le CINES a d'ailleurs fait une sortie dans ce sens en se désolidarisant de cette motion de soutien à la candidature du président Paul Biya à l'élection d'octobre 2025. Vous connaissez ceux qui ont soutenu ceux qui soutiennent le président de la République. Est-ce qu'effectivement ils ne font pas partie du CINES? Il faut dire que être syndicaliste voudrait dire qu'on n'a pas la possibilité de mettre des opinions politiques. C'est-à-dire qu'être enseignant d'université ne voudrait pas non plus dire qu'on exclut du champ politique. Okay. Mais maintenant, on ne devrait pas se servir de l'institution universitaire, n'est-ce pas, pour faire de la politique. Parce que l'université a ses missions qui sont clairement définies. L'enseignement, la recherche, l'appui au développement. Et nous disons au niveau du CINES, et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons adressé un droit de réponse à certains organes de presse qui, respectivement, date des 14 mars, et je crois également avril, n'est-ce pas, ont relayé dans leurs journaux ce qu'ils ont appelé l'appel républicain des universitaires et de la société civile. L'appel républicain des universitaires. Mais on aurait pu dire même de certains universitaires que ceux-là, n'est-ce pas, qui ont leur nom dans cet appel, pourraient fièrement assumer leur engagement dans le cadre de cet appel à la candidature. Mais il ne s'agit pas de l'appel républicain des universitaires. Donc, en fait, nous avons déploré la légèreté avec laquelle ces organes de presse, n'est-ce pas, ont traité de ce sujet sans tenir compte de la réalité, n'est-ce pas, des faits sur le terrain. D'ailleurs, ils disent même dans leur article que cet appel à candidature fait suite à une concertation exhaustive qui a été menée au sein des différentes universités d'État. Avec nous, on tombe des nues. On tombe des nues. Encore que dans cette liste-là, on a vu des morts. À quel moment les a-t-on consultés? Donc, c'est pas sérieux ce que certains organes de presse font dans notre pays. Ils n'aident pas la République. Nous avons des sérieux problèmes que nous connaissons au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'éducation de base, au niveau de l'éducation secondaire, au niveau de l'enseignement supérieur, que ces médias nous aident, comme vous le faites ce soir, à relayer, à porter ces problèmes à la connaissance du président de la République pour que des solutions pérennes et définitives puissent être trouvées. N'attendons pas ça des médias. Et sans vous couper, c'est toujours la conséquence de la mauvaise éducation et de la mauvaise formation. Si à la base, on inculquait les notions de moralité dans l'esprit des enfants, on n'y serait pas. Mais vous voulez qu'un enseignant qui est stressé, qui est malmené, puisse apporter quoi à l'enfant? Pas grand-chose. Donc pour le CINES, c'est la formulation et l'information, la qualité de l'information qui a été relayée qui fait problème. Mais dans la réalité, maintenant, au-delà des articles qui ont été produits, est-ce que les enseignants, bon, certains enseignants du supérieur soutiennent effectivement le président de la République? Et concernant cela, leurs problèmes ont été résolus contrairement aux vôtres? Non, mais il y en a qui font des petits calculs. Vous savez, les Camerounais ne font rien pour rien. Chacun sait de quel côté se trouvent ses intérêts. Mais pour nous, au CINES, nous pensons qu'au lieu de se battre pour des intérêts individuels, personnels, nous devons nous battre pour les intérêts de la corporation. Parce que quand les enseignants sont bien traités, alors nos enfants reçoivent une éducation de qualité. C'est ce que nous recherchons. Maintenant, les uns et les autres peuvent avoir d'autres intérêts, d'autres petits calculs qu'ils font. Ça les regarde. Nous voulons qu'ils le fassent dans le cadre de leur organisations politiques et qu'ils laissent l'université, n'est-ce pas, l'institution universitaire là où elle doit être. Parce qu'elle a des missions qui lui sont assignées, n'est-ce pas, par l'État. Et j'ai indiqué ces missions, l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. C'est ce que nous faisons. L'institution universitaire nous saurait être un outil, n'est-ce pas, de soutien
à une quelconque candidature d'un candidat lambda à l'élection présidentielle. C'est toute la position du CINES. Et vous parliez de recherche tout à l'heure. Parmi vos revendications, vous souhaitez qu'il y ait un peu plus, suffisamment d'ailleurs, que les primes de recherche soient suffisamment reparties, qu'elles soient même améliorées. Vous remettez en cause le système LMD qui pour vous serait révolu. Ça, ce sont quelques-unes de vos revendications. Qu'est-ce que vous proposez concrètement dans ce sens, au-delà des améliorations et tout? Mais tout passe par le traitement des enseignants, par l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. C'est ce que nous demandons. Parlant de la prime de recherche, il faut dire que il ne s'agit pas véritablement d'une prime de recherche. On peut considérer ça comme une sorte d'amélioration, n'est-ce pas, du traitement salarial. Parce que si, je crois que certains médias ont le plus souvent relayé ce que les enseignants perçoivent en termes de primes trimestrielles, de ce qui est de cette prime de recherche, elle ne représente pratiquement rien. Ce que je vais recevoir pour le compte du premier trimestre qui est issu depuis le 31 mars et donc j'attends encore. Parce que là, la dernière fois, on a attendu 4 mois, 3 mois avant d'être payé. Même quand vous avez cette prime-là, vous êtes incapable de payer un billet d'avion pour vous rendre à un séminaire au Sénégal. C'est-à-dire, si on me paye la première tranche de cette année-là et que j'ai un colloque au Sénégal, cette prime-là, cette tranche-là ne me permettra pas de payer ne serait-ce que le billet d'avion à le retour au Sénégal. Donc, avec ça, est-ce qu'on finance vraiment la recherche? Et quand bien même ce qu'on dit donner aux enseignants, on ne donne pas cela à temps. Dans quel état d'esprit les enseignants, n'est-ce pas, vont travailler dans les campus? Ça crée une sorte de démobilisation généralisée. Donc, nous, au CINES, nous ne sommes pas une organisation satanique, nous ne voulons pas renverser les institutions en place. Nous nous battons tout simplement pour que l'enseignant, en nous faisant, puisse retrouver sa dignité. Lorsque l'enseignant est bien traité, il est restauré dans sa dignité, il peut valablement former les citoyens dont nous avons besoin pour notre pays. Mais les enseignants du supérieur ont quel problème avec le système LMD? Et à proprement parler, c'est toujours le système LMD nécessite, n'est-ce pas, un minimum de moyens. Vous avez déjà les problèmes de campus que nous n'avons pas, n'est-ce pas, de salles de cours, suffisamment de salles de cours, nous n'avons pas de laboratoires équipés, et vous comprenez que un système LMD nécessite qu'il y ait un minimum, n'est-ce pas, d'investissement qui soit fait autour, n'est-ce pas, de ce système pour qu'il soit véritablement celui-là qu'on attend. Donc il ne s'agit pas de dire système LMD pour le dire, sans toutefois sortir, n'est-ce pas, cela des mesures, notamment des financements nécessaires qui permettent que le résultat escompté puisse être atteint. C'est tout le problème que nous avons. Il faut financer la recherche, il faut que les questions d'éducation soient prises à bras le corps, parce que vous ne pouvez pas avoir des universités où vous n'avez pas de salle de cours, où vous n'avez pas de bibliothèque suffisamment éclairée, des laboratoires, où vous avez les problèmes d'eau, où vous avez des enseignants qui manquent de bureaux. Alors que dans le cadre de la recherche, les enseignants doivent encadrer des étudiants. Un enseignant n'encadre pas un étudiant sous un palmier ou dans un bar, ou alors dans son propre domicile. Autrement dit, on irait jusqu'à imaginer certaines choses. C'est dans un bureau, à l'université, que moi je dois recevoir mes étudiants qui sont en master recherche, qui sont des doctorants, et il faut ce minimum, n'est-ce pas, de conditions. Et c'est ce que nous demandons au niveau du CINES. Et au niveau du COREC, quelle est la première chose que le COREC demande et attend du gouvernement à l'heure actuelle, au moment où se poursuit la grève lancée ce mardi, une grève qui va durer 4 jours? Qu'est-ce que vous attendez déjà comme solution immédiate? Solution immédiate, nous avons sorti, l'école fait face à une panoplie de problèmes. Mais nous avons essayé de regrouper un certain nombre de ce problème en 6 points. Nous avons le statut spécial qui a migré pour statut particulier. Nous avons le Forum national de l'éducation. Nous avons le statut des enseignants, des parents, qu'on appelle les enseignants vacataires. Comment quelqu'un peut être enseignant vacataire toute sa vie. Nous avons la situation des enseignants
des établissements privés. Les établissements privés qui contribuent beaucoup, qui enrichissent les fondateurs, mais appauvrissent les enseignants. Il est vrai qu'il existe des établissements privés qui font un peu mieux pour leurs enseignants pour qu'ils soient à l'aise, mais ceux-là sont très peu nombreux. Les commerçants ont investi dans l'éducation et puis ils n'attendent que le retour à l'investissement. Alors, nous avons ce point-là que je viens de citer. Mais nous attendons que le statut particulier, comme ils l'ont fait, qui date depuis 2000, que ce statut particulier soit révisé. Nous avions proposé une mouture. Et que cela soit signé et appliqué. Parce qu'en réalité, depuis 2000, on ne l'a jamais appliqué. On ne l'a jamais appliqué. Vous avez parlé des primes de recherche pour l'enseignement supérieur, mais au secondaire, on parle des primes de quoi là? Des primes de... C'est encore prime de quoi? Les 1000 francs qu'on donne aux gens, les 2000 là. Oui, prime de rendement. Non, ne ris pas. Ne ris pas. Ne ris pas. Ne riez pas. Je vous dis, il y en a même qui ont 500. Qui ont 500. Ils doivent ça, c'est par jour, par mois? Par trimestre. C'est trimestriel. Celui qui a beaucoup peut avoir 5 000 par trimestre. Donc, ça dit la prime qu'on me donne ne garantit pas seulement mon transport ou mon carburant pour aller au travail et manger au travail ce jour-là, une seule journée. La prime ne peut pas régler ce problème. Et vous voyez un gouvernement qui chosifie l'enseignant jusqu'à ce niveau, mais quand les gens se retrouvent dans un ministère Yaoundé, ils s'asseyent pour faire une réunion, à la fin les gens déchargent les 50 000, les 200 000, enfin les revenus non salariales, et pendant ce temps ils se moquent de l'éducation. Donc nous avons parlé du statut particulier, c'est-à-dire si vraiment on toilette ce statut et on respecte la logique de ce statut, même ces histoires de primes vont se résoudre. Et on n'attendra plus qu'un individu décide quand il doit donner. On l'intègre dans le salaire trimestriel. C'est-à-dire que si c'est au mois de mars qu'on doit payer, au moment de payer les salaires au mois de mars, on l'intègre et ça ne devient plus un problème et les détournements seront difficiles. Deuxièmement, nous avons le forum de l'éducation. Il est vrai qu'on est en train de tourner au rond, faire des réunions, mais on prépare ce forum. Mais nous voulons que ce forum se tienne avant les examens officiels. Si tel n'est pas le cas, nous allons boycotter les examens. Mais les examens ont commencé avec les examens blancs. Non, c'est les examens blancs. C'est les examens blancs. Et je vous dirais que l'année dernière, les examens ont souffert. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas dit. Il y a des centres d'examen où on est allé arrêter les gens au quartier à gauche, à droite pour qu'ils viennent corriger parce que les enseignants ont refusé d'aller s'asseoir sur les bancs de l'école des élèves. Parce que vous imaginez que pour corriger les copies, tu dois t'asseoir sur le banc de l'élève. Tu laisses tes somptueuses chaises à la maison, ton bureau, tu viens faire le travail. Et à ce moment-là, vous avez la pression. On vous donne les copies, on dit vous avez 2 jours pour corriger ou 3 jours pour remettre les copies. Il faut le faire. Ça veut dire que vous commencez à 7 heures pour arrêter parfois à 18 heures. Il n'y a même pas le temps pour aller manger parce qu'à côté, il n'y a même pas une cantine ou un restaurant où tu peux aller manger. Et vous attendez que ce correcteur-là, il vous produit un travail qui peut être appréciable? Non. Non. Et je vous assure, l'année dernière, c'était difficile. Dans beaucoup de centres d'examen, on arrêtait les gens comme ça au quartier que, pardon, venez seulement corriger. Et vous avez vu les résultats. Les résultats étaient catastrophiques aussi. C'était catastrophique. Donc, le boycott, même silencieux, ça avait déjà commencé. Et je ne comprends pas nos dirigeants. Déjà, le ministère des Finances lui-même, dernièrement, il a sorti une liste des enseignants qui ont migré vers d'autres ministères parce que ça ne va pas dans leur ministère. Il a exigé que ceux-là retournent dans leur ministère. Vous pensez qu'ils vont y retourner? Le gars qui était quelque part, il avait pour prime de rendement 1 million par trimestre, 900 000, 700 000, comme certains de nos collègues nous disent. Il va revenir travailler là où on va lui donner 500 francs de prime de rendement par trimestre.
Mais le gars va juste prendre ce qu'il a encore et puis il s'en va au Canada et puis faire sa vie là-bas. Donc ça ne peut pas... Je veux dire, le cinéma que le ministre des Finances venait de faire là, ça ne peut pas régler le problème. Et le problème pour l'instant n'a pas été réglé. Le COREC entend poursuivre son mot d'ordre, sa grève, jusqu'à ce que des solutions soient trouvées la grève, cette phase va d'aujourd'hui, le 22, jusqu'au 25. Et après le 25, nous donnons encore une période d'accalmie. Pendant cette période, nous attendons voir si le gouvernement va faire du concret. Nous ne voulons plus des promesses. On nous promet le fait sacré depuis février 2013. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 12 ans qu'on nous promet le feu sacré. Le président l'a dit, il a dit à maintes reprises. Et son discours, le discours du président du 31 décembre 2023, il a encore insisté sur le fait que le gouvernement doit négocier avec les syndicats et les organisations des enseignants pour que l'école soit une école de qualité. C'est à ce moment-là que la répression s'est abattue sur les enseignants grévistes, sur les enseignants qui ne demandaient que de bien vivre. À ce moment-là, les syndicats se battaient plutôt pour défendre maintenant les droits des enseignants, parce qu'un gouverneur pouvait se lever et puis demander qu'on suspende le salaire. Même ton ministre des tutelles ne peut pas défendre ton salaire. Il y a une procédure qu'il faut observer. La preuve, c'est que même pour ceux qui étaient partis à l'étranger depuis, il a fallu que le ministre écrive pour leur demander de venir justifier leur absence, sinon on va suspendre leur salaire. Vous voyez, celui qui est en activité parce qu'il a grévé, en 2 heures, on suspend son salaire. Mais celui qui est à l'étranger depuis 15 ans, 20 ans, qui continue à percevoir indûment un salaire parce qu'on vit dans son compte et puis il utilise les moyens qu'il utilise pour prendre cet argent, on lui supplie encore que non, depuis tel nombre d'années, on ne vous voit pas. Il faut donc que vous veniez justifier. Et pendant la période qui doit venir justifier, le salaire continue à passer. Vous voyez un peu dans quel paradoxe nous vivons. On ne sait plus si on a en face de soi des personnes qui veulent vraiment le bien de leur prochain, comme il vient de dire. Vous rejoignez Emmanuel Diwoum qui, de son point de vue, pense que tout est fait pour que la profession sombre. Mais là, on est dans les solutions vraiment immédiates, puisqu'il y a les examens qui approchent, il y a la grève qui pourrait être renouvelée au cas où il n'y aurait pas de réaction. Au cas où il n'y aurait pas de réaction de la part du gouvernement. Emmanuel Diwoum, actuellement, solution urgente, bien que de votre point de vue, le gouvernement, lui, s'en fout. Qu'est-ce qui doit être fait pour au moins sauver les examens de cette année? I think, before I come to your question, having the Ministry of Basic Education, that does not solve problems. Having the Ministry of Secondary Education, that does not solve problems. Having higher education, that does not solve problems, simply means it's a waste of Cameroonian resources. These 3 ministries are not necessary. One of their points of revendication is a national forum. If they are to come to a national forum, let them come to a national Ministry of Education. Let us go back to a Ministry of National Education. All these 3 ministries like this, they are redundant. They have nothing to offer. It's a political partition of the state resources to say you are in a CPDM Center Committee, meaning basic education, secondary education. All of this should be dissolved. If they are talking about a national forum, I am reading it from afar. Right in their revendication, they are not happy with the 3 ministries. That's one. Nobody can deny it. Because I've told to go through that communique, and I've told to go through the revendication. The 3 ministries, some of them are complaining, but they have not come out officially to say that these ministries are not serving us. In a situation where we have one national ministry, a Ministry of National Education, with all the subordinates and a sustainable organigram that starts from above, watered down to every nooks and crannies of the education, the problems are solvable.
within a twinkle of an eye. That's one. Now you are asking about an urgent solution. There is no other urgent solution than for the government to apologize to the teacher syndicate that we failed. We have to accept every point that has been given. So the government needs, it's a matter of urgency to give in, to accept that no, we have been eating for so long, teachers have not been eating. Now that they have come to their minds that their rights should be given to them, let their rights be given. If not, when you listen to what they say, perturbing an official examination is tantamount to cancelling an official examination year, which means that even the money they were paying teachers for that year would have gone in vain. Not to talk of the time and the resources put in place by parents to see their children succeed in final year exams. So the government, the only solution now is to accept what the syndicates are saying. Because I am with them. I see that they are just. They are even so human in their asking. In some other countries, they would have been on the streets. But God forbid, we are not yet on the other level of the streets. But we think the government should think faster. Et il faut vraiment que le gouvernement y pense rapidement. En tout cas, la grève se poursuit et compte s'achever pour sa première phase avant la réaction du gouvernement vendredi. Donc, on pourrait revenir sur cette actualité dans les prochains jours. Merci à nos invités. Merci Roland Tapi, merci Emmanuel Dibou, merci Olivier Kenny, merci Dr Moutil. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain 19h30. Merci.